Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Ça va être un petit peu particulier ce mois-ci étant donné que j'ai prévu de faire un petit challenge. Du 2 au 8 octobre, il y aura une vidéo par jour, un vlog par jour, où je compte lire un livre par jour aussi. Donc voilà, beaucoup d'organisation à faire, ça sera tourné en amont, ce sera pas en décalage de 24 heures mais plutôt plusieurs jours de décalage, histoire de me laisser le temps de faire un montage pas trop mal et de pouvoir dormir tranquillement. Et puisque j'ai prévu de lire des bouquins qui font parfois 500 pages, si je dois faire 3 heures de montage derrière, ce serait pas possible pour moi. Donc j'ai décidé de m'organiser comme ça. Je vous ferai un petit sitting sur Instagram, peut-être que je vous préviendrai par ici aussi. Mais toujours est-il que j'ai lu 7 livres pour le moment au mois de septembre. Je vais vous montrer les 7 livres que j'ai lus, je vais vous donner mon avis dessus. Ensuite vous aurez la série de 7 vlogs du coup, et par la suite vous aurez un point lecture qui reprend ces 7 livres dont j'ai vlogué. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais parfois j'ai un certain avis à chaud, et avec du recul je le nuance un petit peu, et en plus de ça j'aime bien avoir un endroit où je répertorie toutes mes lectures du mois en fait. Et comme là vous en avez une première partie, 7 livres je me dis c'est déjà pas mal, si j'en avais 14 à vous présenter au total, cette vidéo ferait 8 heures. Et il y en a marre des longues vidéos, on va essayer de les raccourcir un petit peu. Donc voilà, je vais essayer d'être brève en sachant qu'il y a pas mal de graphiques dans le lot. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 graphiques pour 2 romans. Voilà, un bon résumé de mon mois de septembre. Très envie de lire, vraiment très envie, plein d'achats, vraiment des très belles sorties. Bon, à ce niveau-là, franchement, niveau achat, on était là. Hein. Par contre, niveau lecture, c'était une catastrophe. J'arrivais pas à me poser, à me concentrer pour lire. Je commençais des bouquins et en fait, ça le faisait pas. Pas parce que le livre était mauvais, mais parce que j'étais pas dedans, tout simplement. J'ai essayé de me reprendre en main, je sais pas si c'est le bon mot, mais bref, de me relancer dans une bonne mouvance, mais non. Enfin là, il n'y a que ce challenge de un livre un jour qui me donne envie de lire et de bouffer du livre et de... Voilà, mon rythme normal quoi. Donc vous attendez pas à un très grand point lecture et à quelque chose d'assez exaltant parce que j'ai pas fait... Franchement, mes lectures ont été dans l'ensemble bonnes, mais pas de coup de cœur, pas de grosses claques, et je sais pas si c'est lié au fait que j'ai une sorte de panne de lecture, ou si c'est parce que j'ai cette panne de lecture, étant donné que je ne lis pas des trucs qui me transcendent. Je sais pas dans quel sens ça marche. Toujours est-il que je vais commencer ce point lecture avec le premier livre que j'ai lu au mois de septembre, que je n'ai plus à portée de main, je vous le mets ici. C'est Because I Can't Love You, c'est un webtoon, je l'avais souvent vu, que ce soit à la Fnac ou à Cultura, et j'étais intriguée, et honnêtement, je garde zéro souvenir de ce livre. Je peux pas vous dire, alors je peux vous dire que je l'ai pas aimé, je peux vous dire que je ne savais pas qui était qui en termes de personnages, je crois que c'est 2 amis, que la fille va tomber amoureuse de l'un puis que l'autre va pas, je ne sais même pas, parce qu'à un moment donné les personnages se ressemblaient tellement dans le webtoon que je n'arrivais plus à savoir qui était qui, et je me suis perdue, mais dès les premières pages je relisais ce que je venais de lire, parce que j'étais confuse, je ne savais pas. Donc je ne peux pas vous faire un très bon résumé ou vous dire ce qui était bon et pas bon parce que je n'ai rien aimé de ce livre étant donné que j'arrivais pas à le suivre tout simplement. Donc voilà, je l'ai lu, aucun souvenir. J'ai ensuite lu Étoile du Nord, donc le 4e tome de la série The Compass Series de Brittany Setcheri. J'aime plutôt bien Brittany Setcheri, mais je suis pas fan de tous ses romans. Il y en a, franchement, London and Shay, le premier tome, ça a été une claque intersidérale, mais depuis, j'ai lu des bouquins qui étaient pas mal, mais ça n'a plus été des coups de cœur. Même le tome 2 de London and Shay, ça n'a pas été un coup de cœur. Celui-ci d'ailleurs, je l'ai acheté parce qu'il me faisait penser à London and Shay. Je dis beaucoup London and Shay, je crois. Bref, ici on suit, comment elle s'appelle, Hailey. Ici on suit Hailey qui... Alors on suit dès l'enfance, hein. Quand elle était toute petite, elle détestait Aiden, ils se détestaient mutuellement et un jour ils vont devenir amis, ils vont grandir, ils vont être des adolescents, ils vont finir par sortir ensemble parce que c'est évident qu'ils sont amoureux, et Aiden va ensuite partir et faire sa carrière à Los Angeles, à Hollywood. C'était déjà un peu le cas en étant adolescent mais ça a vraiment explosé quand il était adulte, et quelques années plus tard il va revenir dans sa ville natale. Et en fait il a rompu avec Hailey, enfin plutôt elle a rompu avec lui, ils vont se retrouver, voilà. C'est clairement ce qui est écrit derrière, je ne vous spoile rien. Et pourtant c'est déjà un peu un spoil pour moi étant donné que ça représente les 3/4 du bouquin. Mais c'est une romance, donc faut s'y attendre à un Friends to Lovers, c'est même pas un ennemi, à un moment donné il y a une petite confrontation to Lovers. C'était sympa, mais c'était pas exceptionnel. Alors la fin, des fois il y avait des dingueries, j'étais là non mais alors toujours plus, hein, vraiment l'exagération, le truc de irréaliste, et
pourquoi il y a besoin de survendre des choses alors que l'histoire se suffit à elle-même. J'ai bien aimé par contre un élément, étant donné que Hailey c'est une femme qui est grosse. C'est pas une insulte, hein, vraiment, juste quand quelqu'un est grand on dit qu'il est grand, quand quelqu'un est gros on peut dire qu'il est gros. C'est une fille qui est grosse, elle est adolescente et elle va continuer de prendre du poids alors que Aiden il est parti justement à Hollywood pour tourner pour je sais plus quel film, série, machin. Et elle va continuer de prendre du poids et quand il va revenir pour lui il y a genre zéro souci, c'est toujours sa meilleure amie slash copine qui l'aime de tout son cœur et que il l'aime comme il est, hein, comme elle est pardon. Et elle complexe beaucoup et elle complexe aussi parce qu'elle se fait harceler à l'école et qu'elle a pas forcément d'amis et que... Enfin, il va se passer un truc par rapport à elle, mais même à la fin du bouquin, elle va pas chercher à maigrir pour plaire au mec. Elle va aller à la muscule, elle va être musclée, etc. Mais elle va pas maigrir pour un mec, elle va pas maigrir parce que la société veut qu'elle maigrisse. Et ça, j'ai adoré, parce que le nombre de fois dans les teen movies où en fait t'es la meuf grosse et il faut que tu mincissses pour être dans les standards et pour être acceptée et pour être aimée, je déteste ça. Donc là, j'ai aimé qu'il y ait ce personnage qui soit pas fort en plus, c'est pas genre la meuf grosse badass qui utilise son humour pour tout. Non, elle est pas comme ça, Ellie. C'est juste une meuf qui est grosse et qui a pas confiance en elle et ça c'était tellement réaliste. Et elle se met à la musculation parce qu'elle a envie d'être forte et qu'elle devient forte mais elle reste grosse et c'est ok et c'est comme ça et dans la vie ça se passe comme ça. Et c'était trop bien d'avoir enfin un vrai personnage gros qui reste gros et qui... Et sans que ce soit non plus un truc de genre body positive, il faut s'aimer, il faut s'accepter comme on est, c'est pas évident pour tout le monde, ok? Juste à un moment donné, elle renonce à s'affamer et à vouloir se faire du mal pour atteindre un idéal qu'elle n'atteindra jamais en fait. Et même Aiden, il est vachement bienveillant par rapport à ça. Et franchement ça c'était trop choupinou. Et Aiden, il est tellement le green flag par excellence et leur romance était mignonne, mais c'est juste que... Enfin... Toute la partie enfance j'ai adoré, enfance-adolescence j'ai adoré, c'était un petit coup de cœur, vous voyez, c'était vraiment genre... Je lisais ça, j'étais toute... C'était trop mignon. J'avais eu la même impression avec... comment il s'appelle oh, c'est pas London Shay, c'est comment Eleanor and Gray. Pareil, la partie enfance, j'adore. Vraiment, je trouve que Brittany Setcheri, elle sait écrire sur les enfances, adolescences de ses personnages. Le jour où elle fera un young adult, ce sera pépitas. J'ai pas lu tous ses livres, donc peut-être qu'elle en a déjà sorti un plutôt dans le style, enfin dans le genre, dans la tranche d'âge, young adult, adolescente, etc. Mais j'ai adoré, et après c'est la partie adulte et j'étais moins fan. Et moi j'aurais été plus sur Enemies to Lovers parce que j'adore ça, et du coup j'étais là, oh, pourquoi elle a pas fait ça? Ça aurait été tellement mieux. Donc voilà, c'est pas le pire livre de l'année, c'était pas le meilleur non plus. Pour autant, je l'ai gardé. Genre vraiment il était mal rangé, il était au-dessus de ma tête, mais je l'ai gardé dans la bibliothèque. Si vous ne le savez pas, je garde les livres, enfin je garde uniquement les livres que je compte relire un jour, ou que voilà, ils m'ont vraiment marqué au point je me dis il faut que je le garde avec moi. Et c'est le cas de celui-ci. Donc avis plutôt nuancé, vous voyez, il y avait des bons éléments mais ça m'a pas complètement convaincue. Ensuite, ça va être la débandade niveau graphique. J'ai lu Hirayasumi, le tome 3 de Keigo Shinzo. J'adore cette histoire, je vous ai déjà fait le speech mais on recommence, surtout que là l'histoire commence un peu à évoluer. On suit un garçon, je le cherche, il est là. On suit un garçon qui a une trentaine d'années, qui s'est plus ou moins lié d'amitié avec une grand-mère. Un jour elle décède et en fait elle lui a légué sa maison. Lui il a une petite particularité, entre guillemets, c'est que il vit à Tokyo, il a 30 ans, il a un job à mi-temps. Il a pas une carrière incroyable, donc en fait il a pas de relation, il est pas en couple, il est pas spécialement proche de sa famille, et en plus de ça, en fait il a pas un job stable et une situation financière qui au Japon est vraiment très valorisée. C'est un petit peu le cas en France, mais vraiment au Japon c'est genre vraiment combien tu gagnes, c'est l'un des critères principaux pour être en couple. Du coup lui c'est vraiment l'outsider, et un jour sa cousine, qui est juste là, elle va débarquer chez lui parce que comme il vit à Tokyo et qu'elle doit aller à la fac, c'est mieux d'habiter chez lui. Et elle rêve d'être mangaka, et là on la suit du coup au fil des années. Elle va à la fac, elle rêve d'être mangaka. Elle se va se faire une amie qui va un peu l'encourager dans cet univers, et dans ce troisième tome c'est un peu plus ciblé sur elle. On voit moins le garçon, et le garçon va rencontrer une fille, mais la fille elle est toujours débordée par son taf, c'est son exact opposé. Et il n'y a pas de romance encore, mais on sent que ça tend vers ça. Et c'est juste une tranche de vie à la japonaise. On voit l'un de ses meilleurs amis au garçon qui est en couple, du coup qui est papa, et on voit comme le rythme a changé, et on voit tous ces destins qui s'entremêlent, et j'aime beaucoup. C'est pas le manga de l'année, mais je prends énormément de plaisir à le lire. J'avais adoré le tome 1.
Le tome 2 j'étais un petit peu plus nuancée et là le tome 3 ça repart un peu plus à la hausse et vraiment c'est ma petite pépite où ça paye pas de mine, c'est pas extraordinaire mais ça me fait du bien de le lire, donc je vous le recommande parce que vraiment c'est trop bien. C'est en plus un grand format, c'est plus agréable à lire et les dessins sont très sympas. Bon alors je vous ai pas montré les plus belles planches mais ça reste quand même très sympa. J'ai ensuite continué ma saga chouchou. Il y en a beaucoup, mais celle-là vraiment, Le Fils de Taïwan, le tome 3, je vais me taire concernant les noms puisque c'est des noms à consonance chinoise et que je ne sais toujours pas parler le chinois et c'est pas l'objectif premier. Enfin un petit peu parce que je veux aller à Taïwan, mais bref. Ici on suit, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, Kunlin, pardon, qui est un jeune homme qui a créé, enfin puis il est décédé et il était adulte quand il a créé ça, mais il a créé un magazine de la presse qui s'appelait Prince, qui était un peu, comment on pourrait dire ça, un peu le journal de Mickey de Taïwan. On est très imagé, sauf que ce jeune homme, enfin cet homme avait une particularité, c'est que il était jeune, il était érudit, il a voulu faire des études, il a été à la fac, il a été à un club littéraire, et en fait on est en pleine période de communisme en Chine, ça déborde un peu sur Taïwan, état totalitaire, etc. Il va se faire arrêter pour une raison bidon, comme s'il avait comploté contre le gouvernement, ou je sais plus quelle est l'excuse trouvée. Il va être en exil sur une île, donc ça concerne le deuxième tome qui est ciblé sur son exil, et dans ce troisième tome, il est sorti de son île, enfin de cette île. Il doit retrouver un travail, une vie normale, et en fait ça reste quand même quelqu'un qui, même s'il n'a pas pu aller au bout de ses études à la fac, ça reste quand même quelqu'un d'intelligent et gentil et bienveillant, et c'est vraiment cette période de l'histoire où, je sais pas, il n'y a pas forcément une méfiance vis-à-vis des anciens prisonniers, parce que c'est un peu particulier d'être prisonnier de guerre, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'être ce genre de prisonnier. C'est qu'en fait on lui fait assez facilement confiance et on sait que beaucoup de gens ont été arrêtés injustement, ce qui est son cas, et on lui laisse assez facilement accès à un emploi, à un appartement, une maison, quelque chose comme ça, de même qu'il va être en couple, et du coup il y a aussi ça qui évolue, et on voit un petit peu l'évolution de la société taïwanaise dans les années, là je crois que c'est dans les années 70, non 60, dans les années 60, et c'est hyper intéressant. Il s'est passé beaucoup de choses pendant beaucoup de temps, et franchement c'est super intéressant. J'ai été moins fan de ce troisième tome. Le tome 1 j'étais un peu mitigée, mais j'aimais bien ce vers quoi ça allait. Le tome 2 j'ai adoré, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2. Et là ce tome 3 je le trouve un peu comme le tome 1 où t'es un peu en transition, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes choses qui se passent. Alors c'est toujours très bien illustré, alors je suis pas méga fan d'habitude de ce genre d'illustration, mais je trouve que ça le fait avec ce récit. Vous voyez les pages jaunes et tout, je trouve ça vraiment trop bien, le contraste. Ce que j'aime beaucoup, je le dis à chaque fois, mais de toute façon je continuerai de vous saouler avec ça parce que j'apprécie ce travail là. On parle souvent des travails éditoriaux qui sont laborieux et qui sont pas bien faits, et les traductions sont nulles, machin. C'est quelque chose qui vient assez régulièrement, mais pas chez Kana, puisque il y a une police de caractère spécifique pour chacune des langues employées. Donc vous avez le mandarin, ce qui correspond au taïwanais, mais je crois que ça se dit pas taïwanais, et le japonais, parce que forcément il y a eu, il y a eu la colonisation japonaise aussi à Taïwan, et ça s'entremêle, et je vais pas checker à chaque fois pour voir quelle langue c'est, mais on voit vraiment la différence dans les dialogues, et c'est hyper intéressant de voir avec qui est-ce qu'il va parler en mandarin ou en taïwanais, ou... franchement c'est trop bien. Donc je vous recommande cette saga, incroyable. Je ne sais pas quand sort le quatrième, mais j'ai hâte, parce que... Enfin j'ai hâte et en même temps je suis triste, parce que c'est beaucoup trop bien, et que ça va s'arrêter du coup. Ensuite j'ai lu un petit graphique que j'ai reçu de la part de Rue de Sèvres, et regardez-moi ça. Oh, les gars, j'ai tellement pleuré, mais tellement. Si jamais vous avez eu un animal dans votre vie et qu'il est décédé, vous allez pleurer. Enfin si vous avez un animal tout court, vous allez pleurer parce que vous savez qu'un jour ou l'autre il va mourir, et sûrement avant vous. Je vais pas pleurer parce que j'ai pensé à Holden, hein. Holden est immortel, il ne mourra pas avant moi. En gros ça raconte l'histoire de Jim qui était le chien de l'auteur, et il doit faire son deuil de son chien, et on suit du coup tous ces beaux moments de vie, tout ce qui lui manque à propos de son chien, ô combien son chien était exceptionnel et ô combien il lui manque, et on va pas pleurer, et c'était beaucoup trop bien. Ce qui était aussi très très beau je trouve, c'est qu'à la fin vous avez plein d'illustrateurs qui ont dessiné à leur tour l'auteur, donc François Schuiten, je suis désolée j'ai sûrement écorché son nom,
et du coup il a beaucoup d'amis dessinateurs qui ont décidé soit son chien soit les deux ensemble parce qu'ils étaient inséparables et c'était incroyable, c'était trop beau. J'ai fait que chialer, j'ai déjà perdu un chien dans ma vie, du coup c'était la chialance. Je pensais à mon chat en même temps, donc re-chialance. Je pensais à Holden, j'étais re-chialance. Non mais franchement j'ai fait que chialer, mais c'était beaucoup trop beau. Et pareil, lui je l'ai gardé. D'ailleurs j'ai gardé pas mal de bouquins en fait sur ce que je vais vous présenter. Parce que c'était trop beau et que je me dis j'ai envie que tout le monde le lise et que tout le monde pleure avec moi. J'ai ensuite lu la suite de la saga Chouchoute. J'étais en train de réfléchir à est-ce que j'ai d'autres séries de mangas, de trucs comme ça en cours dont je vous saoule avec, mais je crois que non. Naviera à la Palme d'Or. Je vous ai aussi beaucoup saoulé avec Trait pour Trait, mais maintenant, Naviera, parlons-en. Ce 4e tome, je l'ai moins aimé que les précédents. Il y a des choses que j'ai trouvées très belles. J'ai versé ma petite larme parce que bon, si je ne pleure pas sur un tome de Naviera, c'est pas normal. J'ai appris au cours de ma lecture qu'en fait il y aurait que 5 tomes, donc là c'est l'avant-dernier. Pourquoi en fait cette série est censée, enfin cette saga, ce webtoon est censé être sans fin, d'accord? Je refuse. Je refuse que... Je ne sais pas comment ça va se terminer mais je le refuse quand même. Ici on suit un homme qui a 70 ans, qui est juste là. Je sais pas si vous le verrez bien. J'adore la couverture par contre, je crois que c'est ma couverture préférée ce tome 4. On suit cet homme qui a 70 ans et qui avait un rêve depuis tout jeune, c'était de faire de la danse. Sauf que lui il est né dans les années 50, 40-50, en pleine guerre, colonisation, slash libération, mais ensuite guerre de Corée, enfin bref, c'était le bordel, c'était la guerre, c'était la pauvreté. Il a été fonctionnaire, il travaillait à la poste, et il a eu une famille, il s'est marié, il a eu des enfants, et il s'est toujours un peu oublié. Et il allait toujours vers les autres, c'est-à-dire que c'était le genre de personne qui faisait tout pour que les gens se sentent bien, pour rendre service aux gens. Sauf que là il a 70 ans et il se dit maintenant je vais penser à moi et je vais réaliser mon rêve, je vais danser. Je voulais danser, je vais danser. Il s'inscrit, enfin il va déjà dans un club de danse, enfin dans un... comment on appelle ça? Dans un studio de danse. Et il se fait un petit peu recaler et finalement on va accepter de le prendre un peu à l'essai, un peu un peu l'élève particulier comme ça. Sauf que le professeur de ce garçon qui est là, pour un peu punir ce jeune homme qui s'appelle Sharok, je crois. Je suis pas sûre de très bien le prononcer, mais voilà. L'idée de lui assigner ce monsieur. Du coup, il va devoir donner des cours de danse à ce vieillard. Sauf que lui, c'est genre maman décédée, père qui n'accepte pas qu'il fasse de la danse. En plus de ça, Sharok il vient de se blesser, il doit reprendre la danse mais il a beaucoup de mal parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas évolué, pas progressé autant que les autres et qu'il a même régressé un peu. Il voit ses rêves s'éloigner petit à petit et il refuse de l'accepter. En même temps son prof de danse l'encourage à continuer parce qu'il a vraiment les moyens, les possibilités de réussir et de faire carrière dans le milieu de la danse. Donc voilà, il y a plein de choses qui s'entremêlent, de même qu'il est censé consacrer tout son temps et son énergie à la danse mais il a un taf à côté parce que il n'a pas les moyens. Il se fait encore emmerder par des gens qui étaient dans sa classe au lycée, donc on a encore un peu cette vague de harcèlement scolaire, même s'il est plus dans un cadre scolaire. Et il y a cet homme qui veut juste lui rendre service et être gentil avec lui. Et lui qui n'a pas vraiment de famille, et il va le prendre dans sa famille, entre guillemets, il va un peu faire partie de sa famille, un peu comme un fils, un petit-fils caché. De même que cet homme, sa famille n'accepte pas du tout sa passion pour la danse. Parce que ça se fait pas qu'un vieillard fasse de la danse classique, mette un juste au corps et en fait pense à lui d'abord et une passion et ce genre de choses. Sa femme est très réticente mais il a l'un de ses fils surtout qui est vraiment contre, mais radicalement. Et petit à petit les mœurs vont changer, surtout parce que l'un de ses fils se rend compte que son père a sacrifié toute sa vie pour lui, pour eux, pour ses enfants, qu'il s'est jamais fait plaisir, qu'il a toujours fait que travailler, faire des heures supplémentaires pour qu'il manque de rien ou le moins possible. Et il comprend que ouais, à 70 ans il est peut-être temps qu'il pense un peu à lui. Et c'est trop mignon parce qu'en fait vous avez tout qui s'entremêle et c'est ce que j'adore avec les webtoons et avec les K-dramas aussi, c'est que l'aspect familial est hyper important. En fait que vous ayez une famille qui soit proche de vous ou qui soit très éloignée ou méchante ou ce genre de choses, en fait on traite de tout dans les K-dramas et c'est ce que j'adore, c'est pas que des romances et des trucs... Il y en a marre de l'amour à toutes les sauces. Même si je regardais beaucoup de K-dramas où il y a des romances, il y en a marre de l'amour à toutes les sauces. Et ici, il y a beaucoup d'amour, mais il n'y a pas de romance à proprement parler. À part si on parle de ce monsieur avec sa femme, mais
Ah, d'ailleurs dedans il va lui montrer comment est-ce qu'il danse et oh là là faut que je vous remonte le petit passage parce que j'ai chialé les gars, mais j'ai chialé. Alors que le passage est minuscule hein. Voilà, genre ça là cette image. J'ai tellement chialé, c'était beaucoup trop beau et ça fait sens avec l'histoire et tout ça. Après je pense que ce qui m'a déplu dans ce tome 4 c'est que les deux s'éloignent un peu et qu'il y a un peu plus des différents, comme lui Sherlock il commence à être un peu proche d'une jeune fille et là on le voit moins présent avec cette fille. Du coup j'étais un peu déçue de ne pas les retrouver, mais je sais que dans le cas drama, parce que du coup ça a aussi été adapté en drama, je sais que la romance est un peu plus mise à l'honneur, donc voilà. J'avais commencé le K-drama, je l'ai mis sur pause parce que j'attendais de lire ce 4e tome et je pense que je vais attendre de finir la saga puisque c'est qu'en 5 tomes avant de poursuivre et de terminer le K-drama, mais c'était tout aussi bien, j'ai adoré, c'est très fidèle au webtoon sans être qu'une copie conforme non plus, mais voilà, c'était trop bien. Et pour finir, je vais vous parler de la librairie Morisaki de Satoshi Yagasawa. Oula, Yagisawa, pardon. Ouh, on va y arriver. C'est publié chez Hauteville. Alors, vous avez dû beaucoup le voir parce que j'ai l'impression de l'avoir vu partout sur Instagram. Et j'avais pas vu d'avis. Et maintenant, je vais vous donner le mien qui est pas très positif. Vous savez, j'adore la littérature japonaise. J'aime la littérature japonaise parce que c'est des tranches de vie. En gros, il se passe des choses dans la vie des personnages et l'auteurice coupe en fait une partie de leur vie, vous savez pas trop ce qui s'est passé avant, vous savez pas ce qui va se passer après, c'est juste un morceau de vie, donc parfois ça n'a pas forcément de sens ou de lien ou de... C'est en tout cas la littérature japonaise que je connais et que j'aime, c'est un peu particulier mais j'aime beaucoup ça. Ici on suit Takako, l'homme qu'elle aime va rompre avec elle et va lui dire qu'en fait il va se marier. Donc elle comprend pas, elle se dit mais attends il me demande en mariage là? Non, il va se marier avec une autre parce qu'il était en couple pendant tout ce temps et qu'il l'a trompée. Alors il l'a trompée avec qui, j'en sais rien, si c'était avec Takako ou machin. Toujours est-il qu'elle a le cœur brisé et elle va aller dans la librairie de son oncle qu'il avait acheté il y a des années. Elle a jamais été très proche de son oncle mais elle se dit que elle est désespérée, elle a besoin de quitter Tokyo et lui il s'est fait mal au dos me semble-t-il, du coup elle va lui donner un coup de main et comme ça elle pourra un peu se remettre sur pied parce que c'est difficile de se remettre de cette rupture. Elle va donc là-bas et je tiens à préciser que je ne vous spoile pas, c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture, donc c'est du spoil mais c'est aussi sur la 4e. Elle va se reconstruire là-bas et sa vie va continuer. C'est ça qui m'a déplu. En fait je m'attendais vraiment à arriver dans cette... Enfin après c'est peut-être moi qui fantasme un peu la librairie et je sais que être libraire ce n'est pas lire toute la journée, hein. C'est même très peu lire la journée et devoir lire sur ses temps de repos et pas forcément des livres qui donnent toujours envie, parce qu'il faut aussi un peu diversifier ses lectures. Mais enfin elle arrive là-bas, c'est déjà pas une librairie classique, c'est une librairie de livres d'occasion et de vieux auteurs, de vieux livres d'occasion, d'auteurs qui sont très souvent décédés ou alors très vieux et qui ont écrit des œuvres dans leur jeunesse. Elle va se remettre à lire, chose qu'elle n'avait pas faite depuis très longtemps. Et on voit un chouïa en fait la partie vraiment littérature, comment est-ce que les livres peuvent aider les gens, comment, enfin je sais pas mais naïvement hein, les livres m'aident vraiment en fait. J'aime à la fois m'échapper de ma vie en lisant et en même temps me reconnecter à ma vie en lisant. Ça dépend le genre de livre que je vais lire et parfois c'est juste pour découvrir un univers de fantasy que je ne connais pas, parfois ça stimule juste mon imagination, parfois c'est vraiment une vraie bulle d'oxygène. Ça dépend des bouquins, ça dépend des moments de ma vie aussi, mais ça me fait vraiment du bien de lire. Enfin c'est comme, il y a un livre où il paye pas de mine et en fait tu le lis et c'est genre une révélation et tu te dis ah mais voilà. Ou même pour de la non-fiction ou certains romans qui sont parfois bien faits avec une grosse morale, vous pouvez changer d'avis ou vous interroger sur des choses de votre existence que vous soupçonniez pas à travers un bouquin. Enfin la force des livres, je trouve ça incroyable. Et je me suis dit bah on va parler de tout ça dedans et ça va être trop bien, ça va être l'amour pour cette femme qui a le cœur brisé, qui va redécouvrir, voire découvrir la littérature, qui va se perdre dans les pages et on va suivre, vraiment je m'étais fait un film hein, du livre, on va suivre des gens qui viennent à la librairie, pourquoi est-ce qu'ils ont ce rapport là au livre, en plus je dis littérature japonaise, bien sûr qu'on va nous parler de trucs un peu comme il y avait eu dans, oh comment ça s'appelle, ah, je sais plus, je vous mettrai la couverture, c'est le restaurant des recettes oubliées, c'est ça. Je me suis dit on va être un petit peu sur ce côté un peu non. Non. C'est pas du tout l'esprit du bouquin, c'est vraiment, elle va à la librairie, oui on parle un peu des livres parce que c'est là où elle bosse, mais on la suit plutôt en train de jouer les entremetteuses avec un autre personnage.
On suit un petit peu son oncle, et ça c'est vraiment le gros point positif pour moi du livre, c'est que son oncle Takako, elle pensait pas en être proche, elle pensait pas qu'il se souvenait d'elle, et en fait elle a vraiment aidé son oncle quand elle est née, enfin de par sa naissance elle a aidé son oncle qui traversait une période difficile, et lui il est tellement bienveillant et gentil avec elle que cet amour qu'il a pour elle, pour sa nièce, c'était vraiment très beau, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est dit à un moment donné et c'est tout en fait, on voit pas cet amour au quotidien et au fil des pages. De même qu'il y a sa tante, donc la femme de son oncle qui revient, et on se dit ah bah il va y avoir des choses avec elle, et même là c'est très vite avorté. Et ouais, on est plus resté sur Takako qui joue l'entremetteuse. Même elle commence à parler à quelqu'un et en fait tu te dis bah pas forcément. Elle va retrouver sa vie après, donc en plus de ça c'est, alors pas tout à fait la même vie qu'elle avait parce qu'elle va changer de job etc. Mais malgré tout on repart sur le même schéma qu'on avait au début, et t'es là ah ok, donc en fait on avait la situation initiale, on a eu toutes ces péripéties mais en fait on revient à la situation initiale. Et c'est pas ce que j'attendais, j'ai pas trouvé ça très très bien en fait. Voilà, donc c'était un peu la déception. Je peux pas dire que c'est nul parce que c'est assez court, ça fait moins de 200 pages, ça se lit tout seul, ça reste agréable à lire, enfin vraiment c'est pas une plume qui est compliquée ni trop simple non plus, mais bah c'est pas ouf quoi. Je vais pas vous dire comment c'est la littérature japonaise avec ça parce qu'après ça peut-être que certains trouveront leur compte hein, mais moi je trouverais que ça me dégoûterait si j'avais commencé la littérature japonaise par ça, bah j'aurais pas continué quoi. Alors que putain c'est super riche la littérature japonaise et oh là là, il y avait un potentiel très fort et ça correspond pas à mes attentes. Et voilà, c'en est tout pour cette update lecture. Comme vous voyez, il a été très court parce que pas beaucoup de livres à vous présenter, beaucoup de graphiques aussi, beaucoup de suites de séries. Donc c'est un peu compliqué de vous dire les choses sans vous spoiler. C'est pour ça que j'essaye de résumer plutôt le premier tome, qui en plus est frais dans ma tête, ce qui est bien. J'espère que de votre côté vous avez fait des belles lectures en mois de septembre. On se donne rendez-vous le lundi 2 octobre pour un vlog par jour. Ça va être intense. Je ne sais pas encore l'heure de parution, je pense que tout sera en barre d'informations quand tout sera bien calé, peaufiné, etc. Mais hâte de partager ça avec vous, hâte de mon côté de lire un livre par jour. Gros challenge, vu la panne de lecture que j'ai, mais on y croit. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour toute une série de vidéos. Bye!